Cette semaine, dans le balado, on intègre une communauté qui cache quelques secrets et on revisite le monde de Pandora. Vous êtes à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat! Donc, peut-tu dire ça, un classique récent? Peut-être pas, c'est peut-être un peu fort comme mot. Mais enfin, un film qui a marqué l'histoire du cinéma reprend l'affiche. Ouais, je me souviens plus, justement, Mediafilm, là, eux autres, quand ils mettent des 1 là, sur des cotes, là, que ça devient, je sais plus si c'est qu'ils appellent des classiques ou des... c'est chef-d'œuvre, c'est ça. Mais ça prend 20 ans pour avoir ce recul-là. Puis là, on parle ici d'Avatar, ça fait quoi, 13 ans, 12 ans? Ouais, 2009, vers 2009-2010. Ben, je pense que le débat n'est pas savoir si c'est un chef-d'œuvre ou pas, je pense qu'on le sait, mais je pense que classique, ça peut être vrai. Là, La question, c'est de savoir, est-ce que ça a bien vieilli? Ça va être intéressant à voir. On s'entend que c'est le genre de film quand même qu'il faut voir sur le grand écran au cinéma pour vraiment bénéficier de tout son impact. C'est l'apogée du blockbuster. Vraiment. Donc, on met la table avant la sortie de la fameuse suite pour Noël. Avant de parler des films à l'affiche, un petit tour d'horizon. Débutons par l'actualité. Je te lance la balle. Qu'est-ce que tu as comme nouvelle? Keanu Reeves. Tout le monde aime Keanu Reeves, je pense. Constantine 2. Oui. Et ça avait quand même fait jaser à l'époque, ce film-là. J'ai pas noté les années. Ça doit être quoi, 2007, peut-être, 6? Ouais, milieu des années 2000. Ouais, je me semble que j'étais fin secondaire, peut-être. Ouais, fait que c'est peut-être même plus début 2000. En tout cas, mais toi, t'avais-tu aimé ça? J'avais trouvé ça, moi, quand même divertissant. Moi, je me souviens de la controverse, parce que, étant un féru de comic book américain. Ouais. Je n'ai jamais lu de Constantine, mais c'est un personnage vraiment culte de l'univers DC Comics. Et le personnage est vraiment inspiré de Sting, du chanteur Sting. Donc, Keanu Reeves, tout à fait. Ouais, OK, mais il est britannique. Pas au cinéma. Non, pas au cinéma, dans la bande dessinée, ouais. Donc, tant c'est visuellement. vrai qu'il est blond. Hein, ouais, c'est ça. Et britannique aussi. Donc, fait Keanu Reeves, c'était pas du tout ça. Non. Beaucoup de fans avaient été très déçus, mais abstraction de ça, oui, moi, j'avais été diverti par le film. Ouais, je sais pas si tous les effets, c'était aussi les débuts du CGI, comme on peut commencer à en mettre partout, c'est accessible, mais c'était pas tout à fait ça. Il y avait peut-être une surenchère d'effets visuels, pas toujours sur les monstres et tout, mais écoute, c'était l'époque. Puis c'était à peu près comme les Resident Evil aussi, là, au même moment. Mais c'est quand même curieux parce que c'est pas un film qui a connu un si grand succès que ça, et peut-être devenu culte après ça en location, puis... Je pense que l'explosion de Keanu Reeves par la suite a remis la force. Moi, j'avais vraiment aimé ça, mais j'avais, c'est ça, à mon souvenir, comme 15-16 ans, j'ai vu ça au cinéma, c'était vraiment hot, puis un vendredi soir, et voilà, tu sais. Fait que j'en garde de mon souvenir. Je l'ai réécouté il y a quelques années, puis il me semble que c'était pas si mal. Là. J'avais oublié que c'était Rachel Weisz aussi, la fille dedans, puis c'est Francis Lawrence, dans le fond, qui avait réalisé, et tout ça pour dire qu'ils vont faire un Constantine 2. Ouais. Alors tout ça, comme 15-20 ans plus tard, et c'est le retour de Keanu Reeves, et encore Francis Lawrence, là, qui a fait toutes les Hunger Games, je pense, entre-temps, ouais. Fait que... en tout cas, quelques-uns, je sais pas si toute la gang, mais bref. Ouais, je pense que tous... Mais c'est quand même un drôle d'annonce parce que Warner qui coupe tout, écoute, c'est d'habitude. Ouais, puis ils sont en train de vraiment tout chambouler parce que c'est quand même un projet qui circulait depuis quelques années de refaire de quoi avec Constantine. On l'avait vu à la télé dans une des innombrables séries de DC. Là, il y avait J.J. Abrams qui était attaché à un projet pour ramener ça. Et pour J.J. Abrams, on dirait que c'est le grand perdant de cette nouvelle accusation-là de Warner par Discovery, parce que tous ces projets sont en train d'être vraiment mis de côté, tablettés. Okay. Je pense que c'est son 3e, là. Vraiment. Donc, il regrette peut-être finalement son entente avec Warner il y a quelques années. Mais là, cela aurait le feu vert, puis ça serait encore, je pense, avec Bad Robot, donc la compagnie de Gigi. Là. Pour l'instant. Que j'irais comme producteur. Donc pour l'instant. En tout cas. Fait que, c'est ça. Puis là, reste à voir, parce que eux, on comprend que c'est probablement aussi ce que Discovery vont vouloir faire avec les nouvelles têtes dirigeantes. C'est sûr qu'ils regardent chez le voisin, puis ils regardent chez Marvel, puis que ça va quand même bien, très bien, en fait. Fait que ce qui leur manque, c'est le Kevin Feige. C'est pas un problème d'acteur, c'est un problème de direction de l'ensemble de l'adaptation cinématographique des propriétés intellectuelles. De donner une vision cohérente à la chose. C'est ça. Fait que est-ce qu'ils vont dire, Constantine, que pour la plupart, on savait même pas qu'il était dans le DC Universe, puis comme je te dis, je pense quand même la majorité ne savait pas qu'il était supposé ressembler à Sting, puis c'est Keanu Reeves dans notre tête. C'est quand même l'avantage d'adapter quelque chose de plus ou moins connu. Oui, tout à fait.
Fait que, bref, est-ce qu'ils vont essayer d'intégrer ça puis qu'ils vont nous mettre Green Lantern là, au travers qui va le croiser? Je sais pas. Je pense que je préférais qu'il le garde un peu dans son isolé. univers. Là. Ouais, voilà. Donc, ça va être à suivre. Je pense que c'est... Est-ce qu'on a déjà une date? Non, pour l'an prochain? Idée, c'est juste, je pense que ça semble être très concret. J'ai même pas vu qui écrirait le scénario, fait que c'est peut-être même pas totalement fini. Là. Peut-être qu'ils ont juste... d'après moi, le projet dépendait vraiment des comédiens. Probablement que s'il n'y avait pas Keanu Reeves, il le faisait pas. Fait que là, vu qu'il a confirmé, ben là, ils vont d'accord, on l'écrit, on te revient. T'sais. Très bien. Si on parle d'une autre suite qui a été annoncée, un peu surprenante aussi celle-là, il y aurait un nouveau Karate Kid. Donc, est-ce qu'on met un Karate Kid 5 ou 4, tout dépendant où on se situe? Parce qu'on a juste annoncé qu'on retournait à la franchise originale, donc on présume que ça mettra en vedette Daniel LaRusso. Mais le problème, c'est que là, il y a une série sur Netflix, Cobra Kai, qui joue ce rôle-là de suite, qui se déroule plusieurs années après la trilogie originale. Mais les producteurs de Cobra Kai ne sont pas impliqués dans le projet de film. Donc, fait qu'ils veulent prendre le fame de Cobra Kai. On va surfer sur le succès. Hey, je pense qu'il y a un film à faire là-dedans. C'est quel... on sait-tu le studio attaché? C'est Sony qui détiennent les droits. Donc, ils produisent aussi Cobra Kai. Donc, c'est sûr qu'en quelque part, j'ai l'impression qu'il va y avoir un arrimage de vision. Tu n'auras pas le choix. Ben, juste si tu vas rechercher les comédiens. Ouais, c'est ça. Mais, écoute, j'ai hâte de voir. Parce qu'en même temps, qu'est-ce que tu peux rajouter de plus que Cobra Kai a déjà fait? Là? Je veux dire, on est déjà rendu à 5 saisons, une 6e et potentiellement dernière va être annoncée de ce qu'on va vouloir faire un film pour clore le tout. Ça se pourrait bien, gros coup de marketing. Ben, je pense que la mauvaise chose à faire, j'ai pas du tout... C'est pas un univers que je connais vraiment. Là. J'ai vu peut-être les 2 premiers films. J'ai pas écouté Cobra Kai et tout. Mais ça serait de prendre... au moment où commence un peu Cobra Kai, puis de faire abstraction de tout ce qui a été fait. Fait que ce serait une autre vision sur la vie post-jeune combat de karaté de ces personnes-là, mais ça serait stupide. Ouais, c'est ça. Ça serait vraiment, vraiment étrange, alors que Cobra Kai fait plein de liens avec les 3 premiers films. On ramène plein de personnages de l'époque aussi. C'est vrai, j'ai entendu ça. En tout cas, curieux, j'ai hâte de voir. Donnons la chance aux coureurs, mais est-ce que les gens, après avoir suivi pendant plusieurs saisons... les aventures de LaRusso, Johnny Lawrence au petit écran vont vouloir aller au grand écran. Mais est-ce qu'ils ont confirmé le retour des comédiens, Ralph? Non, c'est ça. C'était très cryptique comme annonce. Donc, surtout qu'eux, ils ont réussi. J'oublie leur... Ralph Macchio, c'était le... Daniel LaRusso. Daniel LaRusso, puis l'autre, son... William Zabka. Zabka, c'est ça. Ben lui, tu sais, sa popularité et surtout juste aussi le fait de pouvoir jouer un rôle au cinéma, on le voyait plus tant que ça, fait tellement explosé, fait que je pense pas qu'il va signer sur n'importe quoi, quelque chose qui ne respecterait pas tout ce qu'il est en train de faire. Ben, tout à fait, surtout qu'on sait que ça a été... il y a eu plusieurs idées de suite de faire un nouveau film pendant plusieurs années et ils ont toujours résisté jusqu'à temps qu'ils trouvent la bonne formule, les deux. Donc, tant Zabka que Macho voulaient vraiment que le projet soit intéressant et qu'il vale la peine. Alors, donc, effectivement, je pense pas s'ils sont dans le projet, qu'ils vont signer un chèque en blanc puis on va faire ce qu'on veut. Donc, en tout cas... T'es sûr que c'est pas une suite au fils du fils à Will Smith, là? Non, parce qu'on dit... Ouais, effectivement. Mais on a vraiment spécifié dans le communiqué qu'on retourne à la trilogie originale, aux personnages originaux... Parce que aussi, on a vu une petite tangente. On avait M. Miyagi qui avait fait un 4e film avec Hilary Swank, qui était, je pense, c'était-tu la nouvelle Karate Kid que ça s'appelait? Je pensais que c'était le 2e, ça. Non, ça, c'était le 4e. OK. Au début des années 90, là, 93, 14. Donc... mais quand il l'avait refait, là, j'oublie son prénom du fils à Will Smith, là. Jaden. Ouais. Puis ça, c'était-tu Jackie Chan aussi avec lui? Avec Jackie Chan, qui jouait Monsieur Miyagi. C'est comme une version contemporaine. Oui, tout à fait. Ça avait-tu marché au box-office? Vraiment beaucoup. Ouais, OK. Ouais. C'est comme, d'ailleurs, étonnant qu'il n'y ait pas eu de suite à celui-là. Ben, en fait, quand tu as dit qu'il le refaisait au cinéma, je pensais qu'il allait juste encore le refaire tout simplement, mais avec des nouveaux acteurs. Mais là, c'est l'idée de suite qui est étrange. Oui, tout à fait. On peut rester chez Sony. Je sais pas si t'es un fan de jeux vidéo. Pas tant. Tu
tu dois connaître quand même la franchise Gran Turismo. Bien sûr. Les jeux de char. Ben, j'avais manqué cette nouvelle-là, que ça va être adapté au cinéma. C'est sûr que toutes les franchises de jeux vidéo, il y a toujours un pourparler. Je pense aussi au fameux Borderlands, qui depuis très longtemps, je pense même que c'est quasiment tourné, ce film-là, mais ça finit pas arriver et tout. Mais bref, dans le cas de Gran Turismo, il avait déjà confirmé David Harbour, mais là, Orlando Bloom s'est ajouté au casting. Fait que je pense qu'on est dans le gros blockbuster. On va chercher des noms établis pour faire des protagonistes et des antagonistes. J'ai plus l'impression qu'on va suivre quelqu'un peut-être de plus jeune que ces deux gars-là. Je pense que c'est juste qu'ils vont être au générique. Mais c'est Neil Blomkamp, de District 9 qui va être attaché à ça. C'est Sony qui a les droits, puis ça vient de la PlayStation et tout. On veut déjà une sortie pour août 2023. Fait que, donc, pas l'été qui s'en vient finalement. Fait que je crois que le tournage va avoir lieu plus tôt que tard. C'est que ça doit s'en venir. Au scénario, je pense que c'est déjà écrit ou on est en train de compléter ça. C'est Jason Hall qui est derrière American Sniper, puis Zach Baylin qui est derrière King Richard plus récemment, quand on parlait de Will Smith. Fait que pour un film que en pitch, ça a l'air d'être un peu une cochonnerie, mais c'est vraiment des gros noms qui sont attachés à ça. Beaucoup de talent attaché. Fait que, est-ce que ça sera le premier bon film d'un jeu vidéo? Puis Sony ont fait aussi Uncharted. Puis je sais pas s'ils ont confirmé. Je pense qu'ils allaient faire Uncharted 2. Ils allaient continuer un peu. Fait que ils prennent leur intelligence, leur propriété intellectuelle. Vu qu'ils n'ont pas de dessin animé, finalement, ils prennent leur jeu vidéo. Écoute, si ça marche et que tout le monde est content, tant mieux. J'avoue que ça va... C'est drôle parce que le prochain... Il va y avoir un Rapide et Dangereux aussi. Là, c'est plus exactement la même chose. Rapide et Dangereux est plus un film de course de char, même s'il y a plein d'autos du début jusqu'à la fin. Là. Mais ça, je pense que c'est plus au début de l'été. Puis là, tu aurais Gran Turismo. Donc, est-ce que la sortie va être... timé, si je dis ça, sur la sortie du jeu. Je pense qu'il y a un jeu il va sûrement en avoir un autre, une version remasterisée. Je pense qu'il y a eu un truc qui a été hacké, là. Je pense que c'est ce jeu-là. J'ai vu ça passer cette semaine. Je savais pas. Ça se peut. C'est ça. Ça a l'air que... Une sorte de tableaux là, en préparation qui ont été coulés sur les réseaux sociaux. En tout cas, bref. Ouais, puis ça doit être aussi, si je me souviens bien du premier Rapide et Dangereux, il y avait ça aussi, c'est que c'est la difficulté ou en fait l'enjeu. Des fois, on parle d'aller chercher des droits d'auteur pour des chansons parce que tu veux cette tune-là, mais là, c'est pour des voitures aussi. Il faut que tu ailles chez Nissan pour dire hey, c'est correct si on la met, cette auto-là, etc. Ou partie en 60 secondes à l'époque. Fait que, à voir. Ça va sûrement coûter 142 millions de dollars, je sais pas. Je te repasse la balle. C'était le TIFF, on avait parlé la semaine dernière. Grand Prix du public a été révélé. Quand même un peu une bonne nouvelle, ça promet, mais j'avais parlé un peu de mon scepticisme de ce film-là, de Fabelmans de Spielberg. Pas que je joue de Spielberg, mais par son histoire qui raconte sa jeunesse et tout ça, je me disais, est-ce que ça peut vraiment trouver un public? En tout cas, ça a l'air que ça a touché beaucoup le public torontois parce que ça a gagné le Grand Prix, donc ça le met déjà, comme on dit... parmi les favoris, en tout cas pour les nominations aux Oscars. En plus que c'est Spielberg. Est-ce qu'il va gagner des prix? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va avoir récolté comme 8 nominations? Probablement. Ça s'annonce comme ça. En tout cas. Fait que très hâte de voir ça. Donc pour la fin novembre, le Thanksgiving américain qui prendra d'assaut les cinémas. Il y a, je ne l'ai pas noté, mais si on est là-dedans, je pense que le prix d'interprétation masculine, si je me trompe-tu, c'est Brendan Fraser pour The Whale qui l'a remporté. Ah, ça se peut, je l'ai pas vu passer, mais... Mais là, je vais juste de mémoire, je suis désolé, j'ai pas noté le féminin, c'est qui. Puis... Sinon, je pense qu'on lui rendait hommage aussi, fait qu'il y avait peut-être ça, mais en tout cas, bref. Peut-être. Puis il y a Viking qui sort la semaine prochaine, qui a remporté le mention spéciale dans la catégorie des films canadiens. C'est ça. Fait que on a bien aimé ça, mais peut-être pas assez pour donner le Grand Prix. Comme consolation. En tout cas, on a déjà discuté avec le réalisateur, avec Stéphane Lafleur. Ça viendra dans notre épisode spécial lorsque le film prendra l'affiche, mais il dit ça doit être que ça a débattu beaucoup, fait qu'ils ont juste fait garde, on va donner une mention. Parce qu'une mention spéciale, tu n'as pas une automatiquement à chaque année. C'est plus quand c'était très serré. Toi, as-tu d'autres choses sur ta liste? Non, en nouveauté, ça va. J'irai aux bandes annonces. Moi, j'ai deux petits trucs bien le fun qui, plus en marge du cinéma, mais une petite nouvelle qui a capté mon attention, que j'ai trouvé très drôle. Alors, Tom Hardy, qui la semaine dernière a entré dans une compétition de Jiu-Jitsu en Angleterre, et puis a gagné la première place. Mais c'est-tu
Sais-tu si j'ai plein de questions, mais t'as sûrement aucune réponse. Ouais, c'est ça. Y en a-tu toujours fait ou c'est, mettons, il s'est mis ça plus tard pour des c'est rôles? Sa deuxième compé, il avait fait une autre un peu plus tard, en début d'année, et qui avait aussi remporté. OK. Fait que je sais pas si c'est ça qui donne son air d'aller. Mais je me demande juste, fais-tu du Jiu-Jitsu depuis qu'il a comme 13 ans ou il a commencé genre pour faire Bane puis depuis ça, ce temps-là? Je sais pas, c'est ce que j'ai pas trouvé dans l'article. Mais ça a l'air que ses adversaires ont été vraiment impressionnés. De le voir débarquer là. Ouais, c'est ça, ils sont juste starstruck, puis c'est pour ça qu'ils arrivent à aller. Un des grands champions qui a combattu Hardy en demi-finale, donc a perdu contre Hardy. Il a dit il est vraiment dur, là. C'est vraiment un tough adversaire. Là. Fait que... Mais il y a quand même cette gueule-là. Il a l'air de quelqu'un que... assez hargneux. Ouais, puis quand il a une idée dans la tête, il l'a pas d'un pied, comme on dit. Là. Ouais, fait que je sais pas si c'est une nouvelle passion, donc ça sera intéressant à suivre. Écoute, mais je trouve ça quand même assez c'est mieux que farfelu. sombrer dans l'enfer de la drogue. Et voilà. Sinon, dernier truc, l'Halloween arrive bientôt. Tu sais, je suis un grand fan de films d'horreur et surtout des Vendredi 13. Et là, je viens de voir quelque chose. Je sais pas, je pense pas pouvoir le faire cette année, mais je vais le mettre à mon calendrier. On peut visiter vraiment le camp Crystal Lake du premier film. OK. Qui est au New Jersey. Donc, c'est un vrai camp Boy Scout, encore là, qui est occupé, qui est actif, okay. Privé. Donc, on ne peut pas débarquer là n'importe quand. C'est le camp Nobibosco. Mais ils offrent périodiquement des plages horaires où tu as des tours guidés, une visite guidée des lieux, parce que la majorité du film a été tournée sur les lieux de ce camp-là, qui ont encore les mêmes bâtisses d'époque, là, de 1979, le film a été tourné, sorti en 80. Donc, il y a 3 fins de semaine, le 30 septembre, 1er octobre, 21, 23 octobre et 20 et 30 octobre. Il y a 2 types de visites guidées, un à 89 $, l'autre à 159 $. Y en a-tu un où tu dors sur place? Ou... Non, on peut pas dormir, mais on peut manger. Il y a comme un dining hall, fait qu'on peut manger. Il y a une petite boutique cadeau. Il y a des artefacts, tout ça, des objets du film. Puis évidemment, c'est la visite des lieux. Donc, je trouve ça vraiment très, très hot. Mais, petite question, toi qui connais plus cet univers-là, j'ai juste vu le 1, mais j'entends bien en écouter cette année de cette franchise-là. Ouais. Est-ce qu'ils se déroulent tous au camp? Non, c'est ça qui est un peu étrange. Peut-être le 2, ils ont repris le même spot, mais je suis même pas certain là. Mais je sais qu'à partir du 3... à chaque fois, c'est un nouveau lieu, un nouveau camp Crystal Lake, donc il ne se ressemble pas. Mais c'est tout dans l'histoire, c'est toujours Crystal Lake. Oui, c'est supposé d'être le même endroit. Okay. Mais plus ça va, plus le lac rapetisse aussi. Fait que tu porteras attention à ça. Okay. Dans le premier, c'est vraiment un lac assez gigantesque, assez grand. Ouais. Et on est rendu dans le 7e. C'est un étang. Quasiment, là. C'est vraiment ridicule. Un abreuvoir à oiseaux. Puis tu remarqueras aussi, en tout cas, le problème des films, c'est que tu as comme un gros saut de temps. Fait que je pense que si on prenait le film 1 à 7, je pense qu'il y a comme 40 ans qui se déroule. Là. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique de continuité. Mais bref, pour les amateurs qui veulent voir ça, allez taper voir ça. Vous pouvez aller voir les images. Puis ça, c'est je pense que c'est quand même Crystal Tour, quelque chose comme ça, à Hardwick, au New Jersey. Donc, il y en avait cet été. Puis tout ce que je suis allé voir le site, ça. Il disait que toutes des dates de cet été avaient été sold out. Puis même là, il y en a beaucoup là, qui ne reste plus beaucoup de billets. Là, ils disent là, moins de 10 billets, des affaires de même. Donc, ça a l'air vraiment pogné. Mais est-ce que c'est nouveau, les visites, ou c'est juste que tu viens de découvrir ça? Je viens de découvrir ça. Moi, je pense que ça datait déjà de quelques années. Puis là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pendant la pandémie, il n'y en a pas eu. Puis là, c'est la première année qui réouvre là, ces visites-là. Donc... vraiment l'an prochain, tu te bookes ça déjà. Sachant d'avance, moi je vais surveiller ça attentivement. Puis aller voir une game des Devils dans le même coin. Ouais, j'irais peut-être plus l'été. Même bien que l'automne, c'est. Ouais, mais il y a des visites l'été aussi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est juste là, c'est celle d'Halloween doit avoir un petit plus. Il y a des visites guidées à la noirceur, à la lampe de poche. C'est sûr que quelqu'un te fait peur. Sûrement, là. Bon. Écoute, en parlant de faire peur, M. Night Shyamalan vient de dévoiler la bande-annonce de son prochain film, Knock at the Cabin. Le film d'horreur sortira pas cet Halloween-ci, mais c'est
c'est comme la période où soit c'est des films d'horreur, soit c'est des bandes annonces de films d'horreur qui vont sortir plus tard. C'est pour le 3 février. Mais lui, il est comme rendu Monsieur Février, beaucoup de ses films. Le dernier, c'était l'été, par exemple. Par le dernier, mais oui, ça se peut, effectivement. Ben, surtout si tu fais un peu de l'horreur, ils doivent juste... Ça dépend du budget, j'imagine, ou des attentes qu'ils ont, mais il y a certaines périodes. T'sais, on sort pas un film d'horreur en novembre, il est trop tard. Fait que, bref. Knock at the Cabin avec Dave Bautista, mais aussi Rupert Grint, que j'ai même plus ou moins reconnu dans la bande-annonce. Il ressemble à, mais pas tout à fait. T'es comme pas sûr, hein? Ouais, c'est ça, avec une petite barbe d'une couple de jours. On n'en sait pas trop. On a une petite famille qui viennent à leur cabine, leur petit shack dans le bois. Puis ils passent du bon temps, mais là, la jeune fillette voit un homme au loin, Bautista, qui s'approche, puis il dit « Hey, je suis désolé, mais j'ai quelque chose à faire, il faut... » Puis on comprend qu'ils vont réussir à entrer dans le chalet, puis leur dire c'est super important ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour prévenir l'apocalypse. Puis c'est un peu la fin de la bande-annonce comme ça. Fait qu'il y a une espèce de 4 illuminés qui ont eu les mêmes visions. Fait qu'on va voir... joue sur le mythe, la notion des 4 chevaliers d'Apocalypse. D'ailleurs, même avant même qu'il prononce le mot, j'en voyais 4, je me suis dit, connaissant Shyamalan, il va sûrement les jouer là-dedans. C'est basé sur un roman que je connaissais pas. De l'auteur, attends, je l'ai noté ici, de Paul Tremblay, qui est probablement américain, on s'entend. Okay. Mais je vais aller fouiller un petit peu plus là-dessus. Je ne sais pas de quelle année et tout ça, mais donc c'est sûr que Shyamalan va sûrement amener sa propre twist. Je pense qu'on va avoir original. C'est ça, une espèce de tension tout le long de sont-tu fin, sont-tu pas fin, puis finalement de qu'est-ce qui se passe pour vrai. Mais de ce que je comprends, je pense que dans la bande-annonce, j'ai peut-être lu, c'est que un des 3 membres, donc il y a 2 pères et la fillette, un d'eux doivent être tués par les 2 autres, finalement. Okay. Ils vont devoir choisir lequel va être sacrifié. Donc... tortureux, quasiment un genre de funny games dans le bois. Ouais. Sort of. Et dans une note beaucoup plus légère, la bande-annonce, on avait eu un teaser, mais là, la bande-annonce de Strange World, ou en français, Avalonia, un monde étrange, de Disney. Fait que ce n'est pas un Pixar, mais un Disney. Fait que leur prochain depuis Encanto. Et ça, c'est pour le Thanksgiving américain. Fait que le 23 novembre, on est vraiment dans l'aventure, là, style... Jules Verne, tout ça. Ouais, exactement. Là, un monde qui se peut pas, puis dans des relations père-fils. Fait qu'un... un genre de fils qui a perdu son père, qui est maintenant père lui-même, qui vient avec son fils. Fait que... Donc, quelqu'un de, mettons, 40 ans avec son garçon, ou genre 30 d'années avec son gars de comme 15 ans. Puis finalement, ils vont peut-être découvrir son père qui a disparu, qui est coincé dans cet univers-là, qui ressemble un peu à aussi la Quantumania là, dans Ant-Man, quand il va dans le monde tout petit, là, avec des genres de micro-organismes. Là. Fait que je sais pas trop où est-ce qu'ils sont et comment ils se rendent là. Fait que... Puis bien sûr, il y a toujours la petite... créature cute ou le personnage dont on va vendre des peluches et des figurines. Le faux animal, un peu. C'est ça. Ouais. On connaît la recette Disney, mais ça fonctionne bien. C'est pas un chat, mais c'est comme un chat. Fait que, voilà. Plusieurs nouveautés cette semaine. J'en ai vu un peu plus que toi. Fait mais il y en a un qu'on a vu tous les deux, assurément. Et c'est le nouveau suspense d'horreur, un peu, de Don't Worry Darling, Ne t'inquiète pas chérie, au Québec. Un film de Olivia Wilde. Ça met en scène Florence Pugh, qu'on a vu plus récemment était dans Midsommar, mais aussi la nouvelle Black Widow. Harry Styles, qui est son premier grand rôle au cinéma, qui est surtout un chanteur populaire, et Olivia Wilde est dans le film elle-même, et Chris Pine en une espèce de presque... leader charismatique. Ouais, j'allais dire quasiment de secte là, que c'est un peu louche. Alors, qu'est-ce qu'on est? On suit principalement le personnage de Florence Pugh, qui est une femme au foyer dans des années 50 aux États-Unis, dans une espèce de banlieue typique californienne, un peu, où il a l'air de faire très chaud, mais on est plus au milieu du désert, qui vit avec son mari dans cette communauté expérimentale très utopique, là, qui est un peu à la Pleasantville ou Stepford Wives, exactement. Et là, la vie va bon train, son mari va travailler, elle fait des tâches domestiques, tout le monde boit beaucoup d'alcool, il y a du plaisir, beaucoup de plaisir charnel aussi. Mais soudainement, elle commence à quand même s'inquiéter du fait qu'elle ne sait pas c'est quoi le travail que son mari fait, qui génère parfois des tremblements de terre, des choses comme ça. Puis de plus en plus, elle va trouver des indices weird qui l'amènent à penser que justement, là, ce leader-là et tout cache des secrets troublants. Voilà.
fait qu'une espèce de grosse montée dramatique pour arriver à savoir si tu vrai, si tu pas vrai, tu folle et tu pas folle. Là. Voilà. Donc, c'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre depuis la sortie de la première bande-annonce où on voyait Harry Styles donner du plaisir à Florence Pugh. Oui, plaisir oral. Beaucoup jaser. Donc, on était très curieux de voir ce film-là. Non, on se cachera pas, les critiques étaient quand même assez mitigées. Ouais, je pense qu'on est dans le tout ou rien. Là, ouais, c'est avec ce genre de film-là, à punch, tout repose sur ça. Je dois avouer que je pense que les deux, on était déjoués, on ne s'attendait pas du tout au fameux revirement. Ouais. Ben, tu sais qu'il va y avoir un revirement, mais on a été satisfait de ce qu'on a reçu. Tu sais. Mais c'est un film à demi-teinte, donc il y a de très bonnes choses. Esthétiquement, c'est vraiment un très beau film. D'ailleurs, j'étais curieux de voir où ils ont tourné, parce que cette petite communauté-là, j'étais curieux. Je ne pouvais pas concevoir qu'ils avaient construit tout ça. Donc, ça a été tourné vraiment à Palm Springs, dans le désert californien, dont tu le mentionnais. Donc la direction photo, tout ça. Il y a vraiment un très, très bon travail. Les comédiens, moi, j'ai beaucoup adoré. Florence Pugh porte le film sur ses épaules avec succès. Moi, j'ai le gros bémol, ça demeure le scénario qui... C'est comme si on a de très bonnes idées, on a trop de bonnes idées ou d'images intéressantes, mais qui vont pas toujours l'un avec l'autre. C'est comme si on a construit peut-être une histoire alentour de ça. Ouais, de trucs, d'événements qu'on voulait mettre en scène. Fait qu'on a pris des petits détours pour les mettre. Il y a beaucoup de choses qui sont pas justifiées, qu'il n'y a pas de raison nécessairement d'être. Tu les enlèves, ça changerait rien. Fait que moi, en sortant, j'ai comme lancé ça comme ça. L'impression que j'avais, c'était... Olivia Wilde est réalisatrice. Je pense qu'elle a vu Midsommar, elle a tellement trippé là-dessus qu'elle voulait faire un genre de film dans le même esthétisme, de jour très chaud, très, très blanc, les couleurs et tout ça, mais donner des airs creepy, parce que tant dans la musique aussi, qui est assez étrange, mais qui détonne un peu avec le reste, qui cadre peut-être pas nécessairement, en tout cas, fait que c'est comme un drôle de spaghetti, mais qui pogne pas tout ensemble. Ouais, ben c'est ça. Fait que comme techniquement, tout est là, comme tu as dit, je répète, là, mais les décors, la mise en scène, ça va. C'est vraiment le rythme un peu. Là. Le fait d'avoir peut-être insisté pour avoir certains passages qui viennent... Des fois, on dirait que la locomotive commence à avancer, puis déjà elle ralentit, puis là, il faut qu'elle réavance. Puis... Fait que ça, c'est un peu tannant. Mais j'ai pas... Pas que ça a l'air négatif, on a quand même apprécié justement ce visionnement-là, puis je trouve que le payoff est plaisant, là, cette take-là. C'est un film qui va faire discuter, ça c'est certain. Il y a quand même du contenu intéressant à analyser. Oui, ben il y a, tu sais, dès le départ du film, j'ai eu un petit moment, là, après 10 minutes, là, que j'étais comme... ça me mettait mal à l'aise, là, de revenir dans ce côté-là de... les femmes s'émancipent en étant à la maison, en faisant des tâches domestiques pendant que leurs bons monsieur vont travailler. Puis, tu sais, c'est un peu dans les tourments de... comment il s'appelle, là, mais l'Américain... problématique, disons, qui a fait jaser dans les dernières semaines pour ses propos quand même un peu misogynes, pas mal misogynes, puis là, son nom m'échappe. Tout ça pour dire que c'est un peu une sorte de fable féministe où on va suivre un peu une certaine masculinité toxique de dire les femmes à la maison, c'est mieux, fait que bref, ça me rendait mal à l'aise de suivre ça, mais ça fait partie du scénario puis du mal-être que la mise en scène veut nous faire prendre conscience finalement. Oui, puis d'ailleurs... Si tout ça avait été réalisé par un homme, j'aurais trouvé ça de très mauvais goût un peu. Oui. C'est un peu ça. Mais connaissant le penchant très pro-féminisme militant d'Olivia Wilde, donc oui, il y a un discours intéressant. Et d'ailleurs, elle aussi a causé un peu une controverse récemment lorsqu'elle a avoué que le personnage de Chris Pine, cette espèce de leader de cette secte-là, est un peu inspiré de Jordan Peterson, cet intellectuel-là canadien que je connais un peu, mais pas tant que ça. Donc, je pensais pas que... Je sais qu'il y a un discours quand même assez controversé et en dehors des sentiers battus, mais je savais pas nécessairement qu'il était très anti-femme et tout ça, là, un peu rétrograde, et bon, mais peut-être. Donc, Don't Worry Darling, honnêtement, si vous cherchez quand même un thriller qui sort d'ordinaire, puis fiez-vous pas nécessairement aux critiques négatives parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a qui ont été un peu trop sévères. Il y a quand même des choses très intéressantes. Ça va peut-être juste gagner à être poli un petit peu plus, je pense.
Mais en même temps, bravo à Olivia Wilde d'essayer de faire quelque chose de différent. Ouais, ben c'est quand même un peu un classique, dans le sens que moi, j'avais adoré Booksmart. Ouais. Et ben, j'adore encore. Puis d'avoir beaucoup plus de budget à ce moment-là, plus de confiance. Puis Booksmart n'avait pas été un hit de box-office, mais c'était vraiment un succès critique. Mm-hmm. Puis, fait que là, tu dis, ben, OK, voici le moyen de tes ambitions. On en discutait après le visionnement, mais pas dans les crédits de scénario, cela dit. Peut-être qu'elle était dans l'idée originale ou je sais pas, mais... Non, c'est un scénario original qui a été ramassé, qui circule depuis quelques années à Hollywood. Ils ont toujours, comme à chaque année, un blacklist des meilleurs scénarios qui circulent, mais qui n'ont jamais été achetés par des producteurs. Donc, c'est elle qui a amené le scénario au studio. Elle a dit, je veux faire ça. D'ailleurs, ça a été une grosse guerre là, d'enchères à Hollywood, parce que là, tout le monde voulait travailler avec elle, et c'est Warner, finalement, qui l'a remporté. C'est ça, parce que c'est entre autres Cathy Silberman dessus, qui avait travaillé avec elle sur Booksmart. Ouais. Peut-être qu'elle a retouché, justement, rebrandé. Puis avant Booksmart, elle a fait beaucoup de rom-com et tout. Mais à la base, c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas tant suivi, c'est que c'est les frères Carey puis Shane Van Dyke. Puis tu sais, c'est... Ben, écoute, ils écrivent des films qui sont tournés à Hollywood. Moi, je fais pas ça, là. Mais ce que je regarde leurs fiches, c'est pas des génies du film non plus, là. On pense à Chernobyl Diaries, qui était un petit film d'horreur à peu de budget, là, en found footage. The Silence, qui était un film de plateforme. Puis, j'aime quand même les films de série B. Puis Shane Van Dyke, qui est connu pour Titanic 2. C'est un film qu'il avait écrit pour, je pense, $1 million. Pour le Sci-Fi Channel, c'est ça, qui avait fait cette commande-là. Fait que, tu sais, je te donne $1 million, arrange-toi pour faire de l'argent au bout de ça avec ça. Puis il avait écrit une histoire ridicule avec des effets de merde, puis c'est lui qui faisait le personnage principal, puis tout. Fait que c'est quand même très risible. Fait qu'après, ces deux frères-là ont dû écrire des scénarios un peu de films d'horreur, films thriller et tout. Fait que ça a pris quand même du monde, disons, avec un peu plus peut-être de talent pour tighter cette affaire-là. Mais tant mieux pour eux qu'ils soient partis de films un peu plus boboches, mais qui arrivent à faire une grosse sortie comme ça. T'sais. Si vous voulez en découvrir plus sur Titanic 2, je vous invite à écouter le podcast Les films dans le cabanon, qui est un podcast surtout à écouter sur YouTube, plus en visuel et très appréciable. Puis les trois gars s'amusent comme ça à regarder le meilleur du pire du cinéma, quelque chose comme ça, la tagline. Fait que beaucoup de blagues autour des films et des extraits, etc. Et dans les fun facts, à l'origine, Olivia Wilde devait interpréter le rôle principal, finalement incarné par Florence Pugh. Et Florence Pugh devait incarner celui d'Olivia Wilde. Et finalement, je ne sais pas après combien de jours, même si elle avait commencé à tourner, mais en tout cas, elle a changé d'idée. Et elle a décidé finalement de mettre l'emphase sur un plus jeune couple. Ouais. Plus dans fin vingtaine que dans la quarantaine ou fin trentaine. Donc, c'est là qu'ils ont inversé les rôles pour ce qui est de Florence Pugh et Olivia Wilde. Et si vous avez de l'argent à investir, vous cherchez à vous installer à Palm Springs suite à avoir vu le film, parce que ça donne quand même un peu le goût. C'est quand même un milieu... idyllique, là. Ouais, c'est ça qui date. Ouais, c'est ça qui... Utopique, peut-être. Utopique, ou en tout cas qui a l'air d'une autre planète en quelque part. Là. C'est assez spécial comme architecture. Donc, c'est vraiment un vrai quartier à Palm Springs, Canyon View Estates. Et la maison de Chris Pine, de son personnage dans le film, est en vente actuellement pour 25 millions. C'est vraiment une maison très prisée, là, la Kaufman House, donc fait parmi les maisons les plus prestigieuses de la Californie. Ben voilà, je vais regarder si je peux me permettre une offre. Avant que les taux d'intérêt augmentent encore plus. Mais moi, tu sais, j'aime quand même l'hiver, j'aime ça jouer au hockey puis tout, fait que moi laisser faire, je pense. Est-ce qu'on y va avec on en parlait d'entrée de jeu, donc la ressortie d'Avatar. Oui, bien sûr. Qui revient à l'affiche pour 2 semaines seulement. Oui, un coup de vent seulement en 3 dimensions, disponible aussi en les salles qui ont du Atmos ou IMAX et tous les formats optimisés. Et c'est ça qu'on dit, 2 semaines seulement, fait que pour finir le mois de septembre. C'est le bon moment soit de revoir le film avant la sortie de Avatar 2, qui lui sortira le 16 décembre, ou de le voir si peut-être vous avez des enfants qui n'existaient pas ou qui étaient trop jeunes à ce moment-là, il y a 13 ans. Fait que c'est le soldat Jake Sully? Ouais. Ouais, ça se peut. Scully, c'est pas...
C'est dans X-Files. Mulder et Scully, ouais, c'est ça. Ben, je me rends compte, des fois, l'autocorrecteur, il y a des mots qu'il n'aime pas, puis là, avec l'anglais, ça brise des choses. Fait que le soldat Jake, qui se rend sur Pandora, qui est une planète éloignée, très riche en minerais, puis le but, c'est il fait part à une expérimentation où d'où le terme avatar, il va comme être dans le corps le peuple sur cette terre-là, les Na'vi, dans le but un peu d'infiltrer leur gang, puis prendre des informations et tout. Mais là, il va se laisser embarquer dans cette beauté-là, finalement, et peut-être changer son fusil d'épaule. Moi, je dois avouer que je suis très emballé, honnêtement. Je pense que je l'ai revu une fois à la maison, depuis sa sortie au cinéma, et comme après tout le monde, ça a perdu de l'intérêt, mais de le redécouvrir en salle, avant surtout la sortie du deuxième, je pense que je vais y prendre plaisir. Je suis vraiment curieux parce que c'est vraiment dans toute cette folie 3D qu'il y a eu suite au succès d'Avatar, je pense que ça demeure celui qui était le plus impressionnant, le plus immersif. D'ailleurs, tout avait été construit, conçu avec cette caméra-là spécialement dédiée au film. Donc, je pense que c'est l'occasion vraiment, en tout cas, puis c'est le cas pour ma fille aussi, qui n'a pas vu l'original au cinéma, de découvrir ce film. Puis, un petit rappel, là, au box-office domestique, donc États-Unis et Canada, il est 4e avec un maigre 760 millions. Les premiers, c'est Star Wars 7, après c'est Avengers Endgame, puis le plus récent, Spider-Man No Way Home, qui a dépassé Avatar là-dessus. Mais dans le compilatif, là, donc worldwide, tout le monde, tous les pays du monde, c'est le numéro 1 avec 2,8 milliards. Puis Endgame est deuxième avec à peu près 50 millions de moins. Fait qu'il est pas si loin. Mais là, tout ça appartient à Disney maintenant. Fait que c'est un heureux problème. Fait que voilà pour Avatar. J'ai pu noter, mais c'est assez long. C'est comme 2h40 peut-être. Là. Ouais. Dans les autres sorties, comme je dis, il y en a que j'ai vu, il y en a qu'on a vu les deux, il y en a qu'on n'a pas vu personne. Mais il y a la comédie dramatique Robus, qui est le premier film de Constance Meyer, un film français avec Gérard Depardieu et Déborah Luku-Moena. Puis c'est Gérard Depardieu qui commence à jouer Gérard Depardieu. Qui joue un vieil acteur, qu'il a un compagnon... c'est un genre un assistant un peu qui paye, qui est habitué avec cette personne-là, mais il faut qu'il s'absente pour plusieurs semaines. Fait que il va se voir attribuer une remplaçante, Aïssa, qui est plus jeune, plus mi-vingtaine, peut-être début vingtaine, qui est une jeune agente de sécurité qui veut évoluer dans ce milieu-là, qui fait de la lutte, comme on dit, gréco-romaine, là, cette vraie lutte-là, si on veut, sans offense. Puis que cette chimie-là va développer cette relation-là va faire développer une chimie entre eux, si on veut. Mais c'est comme un pitch que tu peux t'attendre à quelque chose qui est très comédie, on va bien s'entendre, là, mais c'est plus un peu le drame ou le côté sérieux, si on veut. Des choses sont drôles quand même au travers, mais on n'accentue pas les blagues là-dedans. C'est que ça fait deux personnalités très opposées, comme elle, qui est une jeune femme noire, anonyme, modeste, mais qui est très empathique. Puis lui, c'est le vieux monsieur blanc, riche, très bourru. C'est pour ça que ça fait égoïste, qui fait très Depardieu de ce qu'on connaît de lui, tu sais. Donc, c'est le choc des générations. Ouais, exact. Puis dans la mise en scène, il y a un regard intéressant sur vraiment le corps puis la peau. Il y a beaucoup de gros plans là-dessus, autant pour une personne plus jeune, un plus vieux, les deux sont en chair quand même. Fait que très intéressant dans cette forme-là, mais c'est pas un récit très, très rythmé, là. C'est pas le body cop traditionnel. J'ai vu aussi le super beau... genre de biopic, là, biographique un peu, Moon Age Daydream sur la vie de David Bowie, mais ce n'est pas le documentaire traditionnel, là. Fait que c'est pas des intervenants filmés devant un fond flou qui parle de comment David Bowie a influencé leur propre art à eux, là, qu'on pourrait voir Dave Grohl parce qu'il est dans tous les documentaires musicaux, mettons, là. C'est vraiment très fait avec des images d'archives, des trucs inédits qu'ils ont retrouvés, fait que c'est tout le temps une narration de David Bowie. T'entends jamais la question, mais c'est juste ses réponses, et on suit l'évolution du début de sa carrière jusqu'à son décès. Sur des images d'archives, il va y avoir des chansons en concert qu'on va entendre au complet, fait qu'on va voir cette évolution-là sans mettre d'année nécessairement, mais à un moment donné, il dit, là, je suis rendu
énième album, comment j'ai changé, comment il mature au travers de ça, comment il se sent un peu dans ce genre de solitude et un peu cette pression-là et tout, qui lui est un artiste très créatif, était très créatif et dans plusieurs sphères également, mais on le voit toucher plus à la peinture, ce besoin de créer là et tout. C'est Brett Morgen qui a fait ce film, qui est une espèce de travail de 5 ans de production pour trouver, puis monter, puis rythmer le tout. Il est derrière Cobain Montage of Heck, que j'avais jamais vu en fait, malheureusement, mais je vais vraiment regarder ça. Et il avait fait un film aussi en 2007 sur Jane Goodall, là, elle qui avait travaillé beaucoup avec les chimpanzés. Là. Ouais. Comment ça, biologiste peut-être? Fait que c'est vraiment visuellement éclaté, là, quand on dit expérience cinématographique, là, c'est vraiment le cas, style kaléidoscope, là, beaucoup d'images qui tournent, qui explosent. Petit bémol au film, ça dure 2h20. Moi, je suis quelqu'un qui connaissait pas vraiment Bowie, là. Je connais 4 tunes, puis c'est pas mal ça, là. Donc, ça est-ce que c'est accessible? Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai trouvé un peu long pour ça. C'est pas le film qui va te permettre de connaître sa vie comme lire une grosse biographie, mettons. Mm-hmm. Mais pour comprendre, je pense, l'impact un peu qu'il y a eu, puis la créativité qui l'habitait, je pense que c'est un vrai bel hommage en ce sens-là. Puis Morgan insère aussi, à un moment donné, j'étais là, on dirait Johnny Mnemonic, là, de Keanu Reeves, justement. Puis j'ai vu d'un crédit à la fin, ouais, puis il a pas joué dans ce film-là. Bah oui, c'est juste à cette période-là, dans sa création de montage, quand il met l'espèce de visière, puis tout, il trouvait que ça fitait. Fait qu'il y a plein de choses externes comme ça qui sont allés chercher. Fait que je crois que c'est comme une grosse expérience. Puis c'est aussi au IMAX, puis pas en 3D, là, mais... si les IMAX sont pas juste affairés avec Avatar puis qu'ils ont un peu de temps pour Moon Age Daydream, que je recommande également. Si je change de page, sur moi, il y a le... je vais rester dans le documentaire aussi, qui est un genre un peu différent, que j'ai vu, 305 Belle Chasse de Maxime-Claude Lécuyer. On suit, c'est une usine... une ancienne usine de pâte Catelli à Montréal, à peu près dans le Myland, qui est devenue désaffectée avec le temps puis qui s'est transformée en studio d'artistes. Fait qu'on va voir 9 artistes et un peu comme avec Bowie ici, on les voit pas physiquement. C'est juste des narrations hors champ qui répondent à un genre de questionnaire. Ils vont parler un peu des mêmes thèmes, mais on parle surtout de leur manière de créer. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est chacun leur studio. Puis, tous des artistes visuels, des peintres ou de tout? Dans la bâtisse, il y avait... j'ai assisté à un Q&A, fait qu'il y a eu quelques réponses du réalisateur, justement, de Maxime-Claude. Mais il y a de tous les artistes visuels, il n'y a pas de musique. Mais là, ce qu'on suit, c'est des peintres. Il s'est comme focusé là-dessus parce qu'il trouvait que d'une réponse à l'autre, ça permettait d'avoir plus de cohérence dans le documentaire. Puis c'est fascinant comment tu vois qu'ils ont des studios puis des manières de travailler complètement différentes. Il y en a qui vont rentrer puis dire, moi, quand j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je travaille pendant 12 heures non-stop, 3 jours en ligne. Puis il y en a d'autres, c'est comme, non, moi, c'est 4 heures à tous les jours. Dès que je touche à quoi que ce soit, il faut que je sois là. D'autres qui vont dire, non, c'est juste la création, toute mon idéation, il faut que je la fasse chez moi, il faut que je la fasse à l'extérieur. Fait que c'est très contemplatif. C'est une caméra un peu quasiment volante, aérienne. Là, au début, quand on se promène dans les corridors, ça fait penser à des il y avait un vieux jeu de PC là, d'enquête. Tu étais sur une île là, dans les années 90. Il fallait que tu résoutes des puzzles. Là. Mais en tout cas, n'importe quel jeu de first person, mettons, tu te promènes dans un corridor, rentres dans le studio. Ils ont tous uniques. Il y en a qui sont clean, d'autres que tu vois qui met sa peinture en canne là, sur le plancher, puis il n'y en a pas de problème. Puis là, après, plus il parle, tu te rends compte, OK, il est vraiment... C'est un ancien punk qui est rendu bouddhiste, puis etc. Fait que c'est fascinant. Puis le film va évoluer aussi, tu sais, dans le rythme, si vous l'écoutez peut-être, la première présentation, on enchaîne vraiment les 9, puis après, au mesure que les thèmes puis les questions varient, là, t'as pas toujours les 9 réponses, là, fait que ça crée plus de dynamisme, puis ça va alterner d'un à l'autre. Fait que, bref, puis comme ça leur permet aux artistes de parler de leur démarche, alors que d'habitude, quand on les entend, si vous suivez des artistes visuels, puis ils vont parler de la collection, tu sais. Ah, aujourd'hui, je suis là, voici ce qui a influencé de telle manière l'œuvre, la collection que je vous présente aujourd'hui, si on veut, cette exposition-là. Mais là, ils parlent de juste en général, ou qu'est-ce qu'ils font post-collection, ils prennent ça un break, ou ils retournent travailler, ou etc. Fait que super intéressant. Pour ça, il y a la comédie dramatique Rumba la vie de et avec Franck Dubosc. C'est sa deuxième réalisation. Il avait fait Tout le monde debout il y a quelques années, où il faisait semblant d'être handicapé pour séduire une jeune dame. Ici, il est un chauffeur de bus scolaire qui a abandonné sa femme
femme puis son enfant il y a 20 ans environ, mais là qui va s'inscrire incognito au cours de danse que donne sa fille dans l'espoir de pouvoir reprendre contact avec elle. Fait que, as-tu quelques mots sur le film? Moi, je vais juste dire, je vais faire une confession. Oui. C'est entre moi et toi. Comme un plaisir coupable pour les films de Franck Dubosc. On écoute ça souvent en famille, c'est comédie. Très léger, sans prétention, mais c'est agréable. Puis écoute, ma fille, ça le fait bien rire. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine popularité, sinon il en ferait plus, puis il ne serait pas devenu l'humoriste et la personnalité qu'il est, la vedette. Fait que ici aussi, on est dans des personnages attendrissants, mais quand même un peu stéréotypés, qui vont évoluer au fil de leur rencontre. C'est sûr que des fois, des grosses cassures entre comédie et drame, là, qui sont des fois peu subtiles puis qui vont peut-être un peu annuler un peu de l'effet dramatique au profit de la comédie. Là. Fait que c'est toujours cette mince ligne difficile. Souvent, les comédies dramatiques, tu vas soit avoir un début comique puis une fin plus dramatique, ou d'autres qui vont être constamment en train de peut-être pas trop savoir sur quel pied danser. Fait qu'on traite beaucoup de la relation père-fille, là, mais dans les zones assez standards qui ont déjà été travaillées au cinéma. Mais comme tu dis, si vous avez un coup de cœur pour l'humour et la personne sympathique qui est Franck Dubosc, coup de cœur, j'irais peut-être pas jusqu'à ce mot-là. Coup de cœur, c'est fort, mais... on apprécie. un petit wink, un petit clin d'œil. Et finalement, le dernier que l'on n'a pas vu ni l'un ni l'autre, mais que j'entends bien aller voir, puis c'est le documentaire Printemps éternel. On avait parlé il y a quelques semaines, ça a été annoncé quasiment sans tambour ni trompette que c'est le film qui va représenter le Canada aux Oscars. C'est un documentaire canadien, donc, mais qui se déroule en Chine. C'est sur le piratage des ondes de télévision chinoises par le mouvement spirituel Falun Gong en mars 2002, puis qui s'est raconté et illustré par le BDiste Dax Young. Fait que c'est une alternance entre des prises de vue réelles de lui qui dessine puis qui explique son cheminement, puis les reconstitutions sont faites en animation. Je ne saurais pas assez comment qualifier ce genre d'animation-là, mais juste de ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est très beau, très esthétique, à une certaine profondeur de champ, mais sans être de la 3D. Là. Ça a gagné le prix du public au Hot Docs en 2022, là, récemment. Et bien, ça va représenter le Canada aux Oscars. Fait que, mais je crois que c'est très limité. C'est en version originale mandarin, sous-titré français. C'est comme un distributeur canadien. Là, fait que je pense pas que c'est sur beaucoup d'écrans, malheureusement. Mais... juste de par son choix versus, on l'avait mentionné quand on avait parlé de cette nouvelle-là, ça fait depuis 2007 que c'est toujours des films québécois, puis pas souvent des films canadiens, hors Québec, hors francophonie, qui sont sélectionnés pour aller aux Oscars. Fait que le fait qu'ils surpassent tous ceux qu'on a vus cette année, qui en avaient de très grande qualité. Comme on disait, c'est pas juste parce que les autres sont pas bons, c'est juste c'est une forme différente de ce qu'on voit d'habitude, fait que ça a plus de chances de se démarquer puis de se rendre plus loin qu'un énième drame, finalement. C'est tout pour les films. Fait qu'il y a quand même encore beaucoup d'offres. Déjà que la semaine passée aussi, il y avait beaucoup de nouveautés. Là. On a préparé avant que j'enregistre, mais on doit avoir dépassé le 50 minutes déjà encore cette semaine. Ah oui, puis la semaine prochaine... c'est un peu plus... moi j'en ai vu 7-8 en termes de sortie. Moi, je la trouve plus costaud. Moi, je pensais qu'il y avait juste Sourire, Bros, Viking. Viking, non, il y en a une couple d'autres là, aussi. Bon, ça va être un gros tout programme. Dévoilé. On continue les films d'horreur la semaine prochaine avec Smile ou Sourire, qui a l'air d'être un peu à la The Ring, un peu, là, que tu as une couple de jours pour essayer de résoudre ça, sinon ça va t'arriver à toi aussi. Bros, qui est comme la comédie rom-com LGBTQ homosexuelle. Qui reçoit de très bonnes critiques d'entrée de jeu. Et Viking, un nouveau film de Stéphane Lafleur, l'artiste multidisciplinaire adoré, qu'on a vu et qu'on a très hâte de vous en jaser, de vous le présenter. Fait que d'ici là, écrivez-nous comme d'habitude à balado@monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique et physique dans la plupart des cinémas de la province, en fait, dans votre cinéma favori. Et s'il n'y est pas, eh bien, demandez-leur d'intégrer le magazine Mon Ciné. Voilà. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma et bon popcorn.